Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Traumatisme fermé du rein. Alors, il faut savoir que les traumatismes rénaux, heureusement, représentent moins de 10% de l'ensemble des traumatismes abdominaux, parce que les reins sont des organes rétropéritonéaux qui sont protégés antérieurement par les organes intrapéritonéaux et postérieurement par la paroi musculaire et les côtes. Cependant, le rein est un organe qui est gorgé de sang. Il épure une quantité très importante de sang, environ 120 litres de sang par jour, pour excréter environ 1 à 2 litres d'urine, avec un débit rénal de 600 millilitres par minute, qui représente le quart du débit cardiaque. Donc, d'où l'importance de la répercussion hémodynamique en cas de traumatisme parenchymateux ou pédiculaire grave du rein. Donc, les traumatismes rénaux sont majoritairement fermés, en rapport avec un choc direct ou une décélération brutale. Les signes cliniques les plus fréquents sont l'hématurie et la lombalgie. Et puis le meilleur examen diagnostique qui va nous donner la classification des traumatismes rénaux est représenté par le scanner abdomen-pelvien avec injection. Donc la classification la plus utilisée est la classification américaine de chirurgie des traumatismes, qui distingue les traumatismes mineurs grade 1, 2, 3, qui nécessitent une surveillance, et les traumatismes majeurs, on a le grade 4 et 5, dont l'état hémodynamique va conditionner l'attitude chirurgicale. Ça veut dire si on a, après des mesures de réanimation, une stabilité hémodynamique, là, on choisit de surveiller le patient, contrairement à la situation où il y a une instabilité hémodynamique malgré les mesures de réanimation, et là, donc il faut intervenir chirurgicalement. Un petit rappel anatomique. Alors concernant les reins, c'est des organes, comme on l'avait dit, c'est des organes rétropéritonéaux, ils sont derrière le péritoine. Ils sont protégés par la paroi postérieure. Leur moyen de fixité est représenté essentiellement par le pédicule rénal. Donc l'artère s'insère sur l'aorte et la veine sur la veine cave inférieure. Deuxième moyen de fixité, bon, ils sont entourés par la graisse péri et pararénale et les fascias pararénaux. Ça, c'est pour les moyens de fixité. Pour les structures internes, alors il y a trois parties. On a la partie parenchymateuse qui est entourée par le cortex, la partie de la voie accessoire qui commence au niveau des petits calices, des grands calices, le pied long, et l'urtère qui va faire suite au pied long. Et puis, troisième partie ou troisième organe qui peut être, troisième structure qui peut être lésée, c'est le pédicule, l'artère et la veine rénale à leur siège, c'est-à-dire au niveau de leur tronc, ou bien la lésion peut atteindre les ramifications artérielles ou veineuses à l'intérieur du parenchyme rénal. Pour les rapports, alors les reins postérieurement, comme on avait dit, on a la paroi postérieure, et au niveau de la partie antérieure, à droite, il y a le foie, l'oncolique droit, le deuxième de dénome est la tête du pancréas, à gauche, on a la rate, l'oncolique gauche et la queue du pancréas. Donc en cas de traumatisme grave, on peut éventuellement avoir des traumatismes associés, des organes intra-abdominaux avec les reins. Les traumatismes rénaux sont présents dans 10% des traumatismes abdominaux. Alors 90% sont fermés. Heureusement, 72 à 91% sont mineurs. Les sujets atteints sont le plus souvent des sujets jeunes, suite à des accidents de la voie publique. Et puis il y a une association avec des organes, association avec d'autres organes. Dans 60 à 80% des cas, ça peut être le foie, la rate ou bien le tube digestif. Alors par ordre de fréquence, comme étiologie, nous avons surtout les accidents de la voie publique. Deuxième étiologie, les sports de contact. Après les chutes et les accidents professionnels. Donc on a deux mécanismes pour le traumatisme rénal fermé. Soit il y a une transmission au rein de force générée par un impact direct, lombaire ou abdominal, c'est-à-dire un coup direct,
sur la fosse lombaire, que ce soit la face antérieure ou face postérieure. Et puis, le deuxième mode de mécanisme, c'est il peut être indirect par des mouvements antéro-postérieurs ou bien céphalo-caudaux au cours de brusques décélérations, voire à l'extrême d'une avulsion complète du pédicule. Ça peut se voir après un accident de la voie publique, lorsque le patient lorsque la victime est attachée avec la ceinture de sécurité, et puis ce mouvement antéro-postérieur peut projeter le rein ou bien provoquer une décélération brusque du rein et une lésion parenchymateuse ou bien pédiculaire. Pour le tableau clinique, on a deux cas de figure. Le stade où le patient est stable sur le plan hémodynamique, et là, il se présente aux urgences et on peut faire l'interrogatoire, examiner le patient à la recherche d'une hématurie, alors qui est présente dans plus de 95% des cas, qu'elle soit macroscopique ou microscopique, mais son importance n'est pas corrélée à la gravité de l'atteinte rénale. Par exemple, si on a une atteinte pédiculaire, là, on n'a pas d'hématurie parce qu'il n'y a pas d'irrigation de sang, mais c'est un traumatisme qui est très très grave. Deuxième signe clinique, on a la lombalgie. Elle peut être très intense en cas de fracture de côte. Donc la lombalgie, elle peut être en rapport avec la lésion du traumatisme rénal, ou bien on peut avoir des lésions soit des côtes, ou bien soit de la partie musculaire, ou bien des organes avoisinants. Deuxième cas de figure, c'est les traumatismes avec un retentissement hémodynamique, où parfois nous avons d'autres traumatismes associés, et là le patient vient dans un état hémodynamique instable, donc il est choqué avec des signes d'hypovolémie, à savoir une hypotension, tachycardie, marbrure, oligurie, et là la réanimation s'impose avec les mesures pour les différentes mesures de transfusion, de perfusion, pour essayer de réanimer le patient afin de pratiquer le scanner et d'évaluer l'état ou bien de stadifier le traumatisme afin de mieux le prendre en charge. Donc, deux cas de figure. Premièrement, patient stable. Là, on l'examine où il n'y a pas d'urgence. D'accord ? Deuxième cas de figure, c'est les traumatismes avec des hypotensions et un retentissement hémodynamique important où les mesures de réanimation s'imposent et il faut agir rapidement. À l'examen physique, on va chercher des ecchymoses au niveau des fosses lombaires ou de l'hippocampe qui témoignent de l'importance du traumatisme. À la palpation, un empattement de la fosse lombaire qui témoigne d'un hématome rétropéritonéal. On recherchera aussi une défense, mais une contracture de la fosse lombaire. Et on terminera notre examen par la recherche d'autres lésions associées, à savoir abdominales, orthopédiques ou bien neurologiques. Pour les examens complémentaires, on va commencer par l'imagerie. Alors, on commence par le plus simple, l'échographie abdominopelvienne. Alors, c'est un examen simple, anodin, rapide, et qui nous donne plein de renseignements sur le rein, sur le pourtour du rein et les autres organes intra-abdominaux. Donc, l'échographie apporte des renseignements sur les contours des reins, l'état du parenchyme, précise l'existence d'un épanchement rétropéritonéal, et elle constitue en plus un élément de surveillance après traitement. Deuxième examen d'imagerie, c'est le scanner abdominal avec injection. C'est l'examen le plus sensible, le plus spécifique pour caractériser l'atteinte rénale, mais aussi pour détecter des lésions abdominales associées. Donc, il doit comporter 3 temps. Un premier temps sans injection, un temps angiographie précoce pour apprécier les lésions vasculaires précoces, et puis un temps tardif, 10 minutes après injection. Là, c'est pour explorer les voies excrétrices. Le scanner est recommandé
devant une hématurie macroscopique, devant un état hémodynamique instable après mesure de réanimation et stabilisation du patient, on fait le scanner. On ne fait jamais le scanner sur un patient qui est choqué en situation de choc hypovolémique, parce que là on perd du temps et le patient peut décéder sur la table de radiologie. Et on le demande en cas de suspicion de lésion intra-abdominale associée, telle qu'une péritonite ou bien une rupture splénique ou bien une lésion hépatique. Troisième examen d'imagerie, c'est l'échographie intraveineuse, qui a été supplantée par le scanner, vu ses avantages, car il nous renseigne sur les lésions rénales et les lésions des organes de voisinage, contrairement à l'échographie intraveineuse qui ne renseigne que sur la fonction sécrétoxatrice des reins. Néanmoins, elle peut garder un intérêt restreint en cas d'exploration chirurgicale sans imagerie. Parfois, lorsque le patient est instable sur le plan hémodynamique, il est admis en urgence au bloc opératoire, on ouvre, on explore, que ce soit une lésion intra-abdominale ou non, on suspecte toujours une lésion rénale, on peut faire un cliché d'urographie intraveineuse à la recherche d'une lésion rénale. L'IRM, par contre, n'est pas indiqué en situation d'urgence. Ça trouve une petite place dans la surveillance des lésions rénales lorsque le scanner est contre-indiqué, savoir lorsqu'on a une allergie au produit de contraste ou bien une insuffisance rénale. Alors, l'artériographie prend de plus en plus de place dans le traitement mini-invasif des traumatismes, dans le cadre de l'embolisation des petites artères segmentaires où on a un saignement persistant. Donc on peut faire l'hémostase à l'aide de l'artériographie qui va opacifier les différentes artères, le tronc artériel avec les différentes ramifications artérielles pour préciser le siège exact du saignement et permettre de faire l'hémostase par embolisation. Pour la classification des lésions rénales, la classification est simple. Alors on distingue les lésions parenchymateuses, les lésions de la voie accessotrice et les lésions du pédicule rénal. Pour le parenchyme, on peut avoir une contusion, une lacération, une fracture. Pour la voie accessotrice, on peut avoir une plaie avec fuite d'urine responsable d'un urinome. Et pour les lésions vasculaires, on peut avoir une plaie du pédicule, une rupture pédiculaire, une thrombose ou bien une dissection. Elle peut intéresser soit le tronc ou bien une petite artériole secondaire. La classification la plus utilisée est celle de l'Association américaine de chirurgie des traumatismes. Alors, pour le grade 1, on a une contusion et ou hématome sous-capsulaire. Le grade 2, lacération du cortex de moins de 1 cm de profondeur et ou hématome périrénal. Le grade 3, lacération du cortex de plus de 1 cm de profondeur sans atteinte des voies réceptrices ni extravasation du produit de contraste. Alors, les trois grades représentent les traumatismes mineurs. Là, on voit qu'il y a seulement une lésion du parenchyme rénal sans atteinte des voies réceptrices. Pour le grade 4, il y a une lacération corticomédulaire avec une atteinte des voies réceptrices et une extravasation du produit de contraste, une lésion de l'artère et ou de la veine principale avec une hémorragie limitée. Et pour le grade 5, il y a une avulsion du hile avec dévascularisation complète du rein ou bien un rein totalement détruit par lacération multiple. Le grade 4 et 5 représentent des traumatismes majeurs. Généralement, les grades 1, 2, 3, c'est les traumatismes mineurs sans retentissement sur l'état hémodynamique. Et les grades 4 et 5, le 4, on verra par la suite comment le prendre en charge. Ça dépend s'il y a vraiment un retentissement. Mais généralement, le grade 5, là, ça nécessite une intervention en urgence. On peut parfois tomber sur des situations particulières, mais qui ne changent pas vraiment l'attitude ou bien la prise en charge des traumatismes rénaux. Alors, chez l'enfant, les reins se situent plus bas que chez l'adulte. Ils sont moins protégés par les côtes et donc ils sont plus susceptibles au traumatisme. Sur les reins pathologiques, par exemple les greffons, aussi sont situés au niveau de la fosse droite, donc sont moins protégés. Même chose pour les reins hydronéphotiques qui sont plus susceptibles au traumatisme moins important.
Un cas particulier pour les traumatismes ouverts du rein, là l'attitude chirurgicale de règle et l'exploration chirurgicale en urgence. Donc devant tout traumatisme rénal ouvert, on sera obligé de faire une exploration chirurgicale pour voir l'étendue des lésions, quel que soit l'état hémodynamique du patient. On passe au volet thérapeutique. Donc la priorité est de détecter et traiter toute menace vitale, par le dépistage d'un choc hypovolimique, faire le bilan lésionnel, alors les lésions intra-abdominales, neurologiques, orthopédiques, et pratiquer les mesures de réanimation en urgence. Il faut connaître les rares indications d'exploration chirurgicale, à savoir l'instabilité hémodynamique, qui n'est pas expliquée par une autre lésion extrarénale, et persistante malgré les mesures de réanimation, la lution lacération du pédicule. Là, sur le scanner, on ne voit pas de vascularisation du parenchyme et absence d'opacification du parenchyme. Troisième indication, c'est la présence de lésions associées qui nécessitent une exploration chirurgicale, par exemple une lésion du foie ou bien de la rate. Là, on fait l'hémostase. Et puis, on remarque sur le rétropéritoine un hématome qui est pulsatile. Donc, c'est une indication pour ouvrir le rétropéritoine et faire le bilan lésionnel du rein. Généralement, c'est un grade 4 ou 5. Donc là, on verra. Soit on peut être conservateur si on peut, sinon faire la néphrectomie. Ce qui est important, c'est d'être le plus conservateur, que ce soit un traumatisme mineur ou un traumatisme majeur. On commence par les traumatismes mineurs. Alors, on hospitalise le patient et on doit pratiquer une surveillance rapprochée, qu'elle soit clinique, biologique ou radiologique. Alors, clinique par la mesure de la pression artérielle, le pouls, la température, et puis surveiller les signes fonctionnels, à savoir la douleur et l'hématurie. Surveillance biologique en contrôlant l'hémoglobine et la créatinémie. Une surveillance radiologique qui peut se limiter à l'échographie. En cas de stabilité de ces paramètres, le patient peut sortir en 48-72 heures. Et l'échographie pourrait suffire à ce stade. La même chose pour les traumatismes majeurs, on doit être le plus conservateur possible, tant qu'on est en situation de stabilité hémodynamique. Pourquoi? Parce que parfois, lorsqu'on ouvre dans le stade 4 ou 5, on risque d'aggraver les lésions, et l'hématome parfois colmate ces plaies, fait l'hémostase. Maintenant, lors de la libération, on peut réveiller ce saignement, et ceci peut parfois nous obliger à faire des néphrectomies. Donc, on choisit l'attitude la plus conservatrice, et on choisit de ne pas opérer le patient tant qu'il est stable hémodynamiquement, du fait de la nécessité parfois des néphrectomies. Donc on évite au maximum de faire une néphrectomie. Pour le grade 4, en fonction de l'évolution, des gestes endoscopiques ou vasculaires interventionnels peuvent être nécessaires. Drainer une fuite d'urine par une double J rétrograde ou bien une néphrostomie percutanée. En cas de fièvre ou de persistance de l'urinome, sur le contrôle d'imagerie. En cas de saignement actif, une embolisation en urgence peut se faire, sauf s'il s'agit de l'artère rénale principale. Là, il est impossible de faire une embolisation sur un tronc vasculaire et l'exploration chirurgicale s'impose. Pour le grade 5, l'exploration s'impose, comme on l'avait dit, devant une instabilité hémodynamique et devant un rein multifracturé. On essaie de conserver ce qu'on peut. Maintenant, dans le cas où il y a une destruction totale du rein avec de multiples plaies, donc on est devant la nécessité de faire une néphrectomie. Et puis le scanner de contrôle est systématique entre le 2e et le 7 jours. Après, on fera des scanners en fonction de l'évolution et de la stabilité de la situation du patient. Un petit aperçu sur le principe de l'exploration chirurgicale. Donc, généralement, on ouvre par la parotomie médiane dans la situation d'urgence pour permettre d'abord de l'exploration de la cavité abdominale, les organes pleins, à savoir le foie, la rate, et les organes creux, le digestif. Et puis, cette voie permet de contrôler le pédicule rénal en premier avant d'aller faire le bilan lésionnel du rein. Et là aussi, on doit choisir l'attitude la plus conservatrice possible, c'est-à-dire si on a des plaies rénales avec un rein qui garde sa vascularisation, là, il faut faire des sutures. Donc, au contraire, où on a des pôles qui sont complètement dévascularisés, on fait des néphrectomies partielles.
Par contre, si on a un rein qui est multifracturé, complètement dévascularisé, là on est dans l'obligation de faire une néphrectomie totale. Concernant les complications, on peut avoir des hématuries qui se voient au stade aigu ou bien tardif suite à ce qu'on appelle les ruptures de temps. Parfois, il y a un traumatisme simple et puis le patient sort de l'hôpital. Là, il va faire des activités physiques, il ne va pas se reposer et on peut avoir un deuxième traumatisme plus grave avec l'hématurie et éventuellement la position sur l'état hémodynamique. Donc, la règle est d'hospitaliser tous les patients qui ont un traumatisme mineur après la sortie. Donc, le repos strict est obligatoire et la surveillance est de mise. On peut avoir l'extravasation d'urine qui peut se surinfecter avec de la fièvre, un sepsis, l'hypertension artérielle, une dégradation de la fonction rénale lorsque le traumatisme survient sur un unique ou bien lorsqu'on a le rein contralatéral qui n'est pas sain. On peut avoir une fistule artério-veineuse, un pseudo-anévrisme et une hydronéphrose séquelaire. La surveillance, elle est bien sûr clinique, biologique et radiologique. Généralement, le scanner est indiqué pour les traumatismes graves et l'échographie est suffisante pour les traumatismes mineurs. En conclusion, si on veut résumer le cours, on a deux situations. Les traumatismes mineurs, grade 1, 2, 3 de la classification américaine de chirurgie et traumatisme. Là, on hospitalise le patient, on le surveille cliniquement, biologiquement et radiologiquement par une échographie. En cas d'amélioration des signes, sans dégradation, bien sûr, l'état hémodynamique qui est toujours stable. Là, on peut libérer le patient pour une surveillance au niveau de la consultation. Deuxième cas de figure, les traumatismes graves, grade 4 et 5. Là, c'est l'état hémodynamique qui va trancher. Donc, en cas d'instabilité hémodynamique, malgré les mesures de réanimation, là, il faut agir, il faut opérer le patient et choisir toujours l'attitude conservatrice. Ça veut dire, lorsqu'on a des plaies ou bien des lésions, on peut faire des sutures ou bien des néphrectomies partielles. Maintenant, dans le cas contraire, si le rein est complètement nécrosé, il n'y a plus rien à espérer, donc il faut faire la néphrectomie totale. En cas de complications telles que un urinome, on peut drainer par voie rétrograde ou bien par voie antégrade. Et parfois, lorsque on a un petit saignement artériel, on peut réaliser une artériographie et faire une embolisation en cas de disponibilité du plateau technique devant des lésions de petites artères segmentaires, jamais devant un tronc artériel. Donc, il faut retenir, l'état hémodynamique conditionne toujours la prise en charge thérapeutique. Il faut être le plus conservateur possible. Je vous remercie.